Bonjour, on va continuer sur l'anatomie du diaphragme qu'on a commencé la dernière fois. On a rappelé la définition du diaphragme et on a dit que c'est une nappe musculaire, c'est un muscle large qui sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique. Et on a dit qu'il est constitué de deux parties, une partie centrale qui est fibreuse et une partie périphérique charnue. Ensuite, on a parlé de l'intérêt physiologique, on a montré les différentes fonctions du diaphragme, intérêt pathologique dans les situations de malformation ou de traumatisme. Et après, on est passé à la forme et la situation. C'était grand 2, forme et situation. Et je vous ai dit que le diaphragme, il a la forme de dôme. Il est formé de deux coupoles, une coupole diaphragmatique droite et une coupole diaphragmatique gauche. La coupole diaphragmatique droite est plus haut située que la coupole diaphragmatique gauche à cause du foie. Elle se projette en regard du quatrième espace intercostal, c'est-à-dire en regard du mamelon. Mamelon, c'est une formation qui appartient au sein qu'on va voir. Le mamelon chez l'homme en regard du quatrième espace. Et du côté gauche, il est plus bas situé en regard du cinquième espace intercostal gauche. La partie centrale, elle est fibreuse, on l'appelle comment? On l'appelle centre phrénique. Centre phrénique. Et la partie droite, c'est la coupole droite. Et la partie gauche, c'est la coupole gauche. Comme orientation de ce schéma, le supérieur et la gauche. Maintenant, nous allons réaliser un deuxième schéma d'une vue latérale du tronc pour montrer la forme du diaphragme. Le diaphragme, on va le voir selon 4 angles. Une vue antérieure, une vue latérale, une vue supérieure et une vue inférieure. Donc, sur la vue latérale, donc l'orientation du schéma est la suivante, le supérieur étant en haut et l'antérieur est à ma droite. Donc, voici la ligne verticale. Sur cette ligne, on va placer le rachis cervical, rachis thoracique, rachis lombaire. La colonne vertébrale a une architecture pyramidale. Elle est étroite en haut et elle s'élargit au fur et à mesure qu'on descend. Donc, voici les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. Les vertèbres lombaires. Pour le sternum, il commence en regard de TH2, c'est-à-dire la deuxième vertèbre thoracique, c'est TH2. Le sommet, la base du sternum, elle se projette en regard de la deuxième vertèbre thoracique, pas en regard de la première. Non, ici c'est C7 et ici c'est TH1. Il se projette en regard de TH2. Et le processus xiphoïde, il se projette en regard de la 10e TH10, la 10e vertèbre thoracique. Donc, le diaphragme va avoir cette forme. Il va avoir une forme de coupole avec une convexité vers le haut et une concavité vers le bas. Voici toujours la partie centrale qui est fibreuse, partie centrale qu'on appelle le centre phrénique, et la concavité, elle est en bas, c'est une face
c'est ce qu'on appelle la face inférieure, regardez la face inférieure du diaphragme, elle s'appelle aussi la face abdominale. Face inférieure égale abdominale. Pourquoi abdominale? Parce qu'il regarde vers l'abdomen. Et l'autre face, c'est une face supérieure, elle s'appelle aussi thoracique. C'est la face thoracique. En bas, vous avez l'abdomen, la paroi antérieure de l'abdomen. Et en arrière, vous avez la limite. Et voici donc l'architecture sur une vue de profil du diaphragme. Donc, au total, le diaphragme a la forme de coupole, a la forme de dôme, avec une face supérieure thoracique, une face inférieure abdominale. Il présente deux parties, une partie centrale fibreuse, une partie périphérique qui est charnue, et il est divisé en deux coupoles, une coupole droite haut située, une coupole gauche bas située. Ça, c'est la forme du diaphragme. Donc, la forme et la situation, grand 3. On va passer à grand 3 et on va voir la constitution du diaphragme, c'est-à-dire la structure du diaphragme. Par quoi est constitué le diaphragme? Je peux, par exemple, vous donner tout de suite la définition et la constitution du diaphragme, et je peux dire que le diaphragme est composé d'un ensemble de muscles digastriques opposés qui ont fusionné au niveau de leur pièce intermédiaire, ayant formé ce qu'on appelle le centre tendineux ou le centre fibreux du diaphragme. Mais en même temps, je vais me poser la question, est-ce que vous avez compris quelque chose? Rien. Vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que ce sont des termes que vous ne connaissez pas, ce sont des termes que vous ne savez pas. Donc je vais expliquer. C'est un ensemble de muscles digastriques opposés qui ayant fusionné au niveau de leur pièce intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire un rappel sur les différents types de muscles. Donc ça, c'est un rappel concernant les types de muscles. Rappel. Les muscles se divisent en 4 groupes. Les muscles se divisent en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les muscles dits simples. Qu'est-ce que ça veut dire un muscle simple? Un muscle simple, c'est ça. C'est un muscle qui est formé par un seul ventre avec 2 extrémités. Ces extrémités s'appellent comment? S'appellent tendons. Donc un muscle, il a une forme fusiforme avec 2 extrémités tendineuses. Ce sont les tendons du muscle. C'est un muscle simple. Le deuxième groupe de muscles, ce sont les muscles composés. Ces muscles composés sont formés par 2 muscles au plus. 2 muscles au plus. Quand il y a 2 muscles au plus, c'est un muscle qui est composé. Donc, on peut avoir 2 muscles. Quand 2 muscles ayant fusionné s'appelle un muscle digastrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Di veut dire bi, veut dire 2. Gastre veut dire ventre. Donc, c'est un muscle qui est formé de 2 ventres, qui est formé de 2 chefs, qui est formé de 2 sepses. Donc, muscle digastrique. Celui-là, c'est un muscle monogastrique. Mono veut dire un seul ventre, monogastrique. Muscle digastrique. Dans les muscles digastriques, il y a 2 types. Il y a des muscles digastriques
comme ça. Voici un muscle digastrique avec une pièce intermédiaire et deux tendons aux extrémités. Ça, c'est un muscle digastrique, mais opposé. Opposé. Qu'est-ce que ça veut dire opposé? Ça veut dire que l'un a un ventre et devant l'autre. Un ventre devant l'autre. Ce sont deux muscles digastriques opposés. Le deuxième type de muscle, regardez, il est comme ça. Le deuxième muscle, c'est un muscle digastrique avec deux ventres qui sont superposés l'un sur l'autre. Superposés. Superposés. OK? Donc, muscle digastrique opposé, muscle digastrique superposé. Et l'exemple de muscle digastrique superposé, c'est le biceps. Exemple, le biceps. Le biceps, pourquoi il est appelé biceps? Parce que bic, c'est deux, et ceps, deux têtes. Il a deux têtes. Donc, c'est un muscle qui a deux ventres digastriques et en même temps biceps parce qu'il a deux têtes, il a deux chefs, il a deux tendons. Troisième type, ce sont les muscles trigastriques. Trigastrique, ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir deux, on a trois. Exemple, quel exemple? C'est le triceps. Exemple, triceps. Et puis, polygastrique, c'est le quadriceps. Quadriceps, il y a 4 chefs, c'est-à-dire vous avez 4 ventres et une extrémité avec 4 chefs. Exemple, le quadriceps au niveau de la cuisse. L'autre exemple, c'est le triceps au niveau du bras. Et le triceps au niveau de la jambe, c'est le triceps sural. Pourquoi ce rappel? Ce rappel va nous aider dans la compréhension du diaphragme. On n'est pas sorti du sujet. Puisque vous avez compris toute cette subdivision, je vais tout effacer. Je vais tout effacer et je vais laisser uniquement ce muscle. Comment il s'appelle ce muscle? C'est un muscle digastrique opposé. Digastrique opposé. Digastrique opposé, et cette partie-là s'appelle pièce intermédiaire. Pièce intermédiaire. Je vais prendre un muscle digastrique opposé. Voici un muscle digastrique opposé avec sa pièce intermédiaire. Un deuxième muscle digastrique opposé, un troisième, un quatrième, etc. Plusieurs. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une rose avec les pièces intermédiaires ayant fusionné au niveau de centre. Donc, toutes les pièces intermédiaires vont fusionner, ils vont donner l'aspect de trèfle. Et ça, c'est quoi? C'est une rose, n'est-ce pas? C'est une rose que je vous offre. C'est une fleur que je vous offre. Et par conséquent, c'est le symbole du diaphragme. Qu'est-ce que c'est que le diaphragme? Si on revient à la définition, c'est un ensemble de muscles digastriques opposés ayant fusionné au niveau de leurs pièces intermédiaires, donnant un aspect fibreux sous forme de trèfle. C'est ça la constitution du diaphragme. Et c'est ça ce que vous allez noter sur votre cahier. Donc je vous dicte et je vais revenir à grand 3, la constitution. Si on veut parler de la constitution, on va dire le diaphragme résulte de la réunion de plusieurs muscles digastriques opposés ayant fusionné au niveau de leurs pièces intermédiaires,
donnant un aspect fibreux sous forme de trèfle appelé centre phrénique. Bien, pour illustrer ça, on va réaliser un schéma. On va réaliser un schéma d'une vue supérieure du diaphragme montrant sa constitution. Comment on va faire? Si on revient à ce schéma, on va réaliser une coupe transversale du thorax et on va éviscérer. Qu'est-ce que ça veut dire éviscérer? Enlever tous les viscères. Coupe transversale du thorax, on enlève la partie supérieure et on va enlever tout le contenu, c'est-à-dire les poumons, le cœur, les vaisseaux, on va tout enlever et on va réaliser une vue supérieure. Donc le titre du schéma, c'est une vue supérieure. C'est une vue supérieure du diaphragme montrant sa constitution. L'orientation du schéma, l'antérieur est en avant et la droite est à ma droite. Donc la ligne médiane, la ligne du milieu. En avant, nous avons le sternum sur une coupe transversale et en arrière, nous avons le rachis, la vertèbre, une vertèbre thoracique. Donc voici la vertèbre thoracique avec le processus transverse. Avec le processus transverse, ensuite les lames et le processus épineux. La côte s'articule avec le corps vertébral et avec le processus transverse. La même chose de l'autre côté, vous avez ça. Ensuite, les autres parties, ce sont des côtes coupées. Côte coupée 1, 2 et 3. Ce sont des côtes qui sont coupées. Vous allez dire, mais pourquoi on n'a pas toute la côte? Je vous l'ai dit, parce que les côtes ne sont pas horizontales, elles sont obliques. Donc imaginez mes doigts qui sont obliques. Si vous faites une coupe transversale, vous allez couper une côte, un espace, une côte, un espace, une côte, un espace. Donc vous n'allez pas suivre exactement le long de la côte. Voici une côte coupée, une deuxième et une troisième. La partie centrale du diaphragme est marquée par la présence du centre phrénique. Et comme on a dit, quelle est la forme du centre phrénique? Il a la forme de trèfle. Trèfle avec 3 feuilles appelées folioles. 3 folioles. Une foliole antérieure, une foliole droite et une foliole gauche. Foliole antérieure, droite et gauche. Donc chaque partie s'appelle foliole. Foliole, pardon, un seul L. Foliole droite, foliole antérieure et foliole gauche. Foliole gauche et foliole, pardon, pas droite, antérieure. Foliole antérieure, foliole gauche et foliole droite. On va voir la structure de cette partie centrale. Qu'est-ce qu'on a dit? La partie centrale, c'est quoi? Elle correspond à quoi? Elle correspond à la fusion, à la réunion des pièces intermédiaires des muscles digastriques opposés, n'est-ce pas?
Donc, puisqu'il y a un entrecroisement de plusieurs muscles, plusieurs pièces intermédiaires, donc au niveau du centre phrénique, on va assister à la présence de plusieurs lignes, ce qu'on appelle les lignes semi-circulaires. Donc, lignes semi-circulaires qui vont venir de la foliole droite vers la foliole antérieure. Les lignes semi-circulaires. Donc, ce sont les lignes semi-circulaires supérieures. Lignes semi-circulaires supérieures. Un deuxième groupe de lignes, ils sont situés plus bas que les supérieurs, qui vont de la foliole droite vers la foliole gauche. Ce sont les lignes semi-circulaires inférieures. Ces lignes semi-circulaires supérieures et inférieures vont délimiter entre elles, vont délimiter un pertuis, un espace. Donc voilà la ligne semi-circulaire supérieure et ligne semi-circulaire inférieure vont délimiter un espace. Et cet espace correspond au passage d'un élément vasculaire dont on a parlé, un élément, le plus volumineux élément vasculaire du corps, l'élément veineux, c'est le passage de la veine cave inférieure. Donc je le mets en bleu. C'est le passage de la veine cave inférieure. Veine cave inférieure. Donc, le premier pertuis, le premier orifice au niveau du diaphragme, c'est l'orifice de la veine cave inférieure. Il se trouve où? Il se trouve entre la foliole antérieure et la foliole droite. Il est délimité par quoi? Il est délimité en arrière par les lignes semi-circulaires supérieures et en avant par les lignes semi-circulaires inférieures. Maintenant, ça c'est la partie centrale, c'est le centre phrénique. La partie périphérique. La partie périphérique, elle est formée par le corps charnu. Et ce corps charnu, la première partie, elle est formée de deux faisceaux qui vont aller de la foliole antérieure vers la face postérieure du processus xiphoïde. Nous sommes en bas, nous sommes en bas et nous ne sommes pas au milieu du thorax, mais nous sommes à la partie inférieure. Le diaphragme s'insère à la face postérieure du processus xiphoïde. Donc, cette portion-là, qui va de la foliole antérieure vers la face postérieure du sternum, s'appelle la portion sternale. La portion sternale du diaphragme. C'est la première portion. La deuxième portion, c'est la portion costale. Elle va du centre phrénique vers les côtes et les espaces intercostaux. Et revenez à la forme et la situation, les deux schémas qu'on a fait au début, et vous voyez que la situation de la coupole du centre phrénique est haut située, alors que cette partie-là, charnue, elle est oblique. Elle est oblique vers le bas et vers le dehors. La même chose de l'autre côté. Vous avez la portion sternale qui est oblique
vers le bas et vers le dehors. Pourquoi? Parce que l'insertion costale, elle est basse, située, et le diaphragme s'insère sur les 6 dernières côtes, et en arrière sur la 11e et la 12e côte. Ça, c'est l'insertion latérale du diaphragme. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que entre la portion sternale et la portion costale, il y a un hiatus, il y a un vide, il y a un passage, c'est-à-dire une zone qu'on appelle le hiatus sternocostal. Hiatus sternocostal. C'est le hiatus. Hiatus veut dire pertuis. Hiatus sternocostal. Hiatus sternocostal. Ou bien la fente rétroxyphocostale. Rétroxyphocostale, entre la xyphoïde et les côtes, et en arrière de la xyphoïde. Quel est l'intérêt de ça? C'est que cette fente n'est pas faite au hasard. Au contraire, elle va donner passage à une artère. Une artère, voici l'artère qui va traverser cette partie, qui est accompagnée bien sûr de sa veine, la veine. Et cette artère, d'après le schéma qu'on a vu, la coupe transversale de l'espace intercostal, on a parlé de cette artère. L'artère intercostale, quand elle longe l'espace intercostal jusqu'au sternum, elle va s'anastomoser, elle va se réunir avec l'artère thoracique interne. Donc ici, c'est l'artère thoracique interne et la veine thoracique interne. Donc, l'artère thoracique interne. L'artère thoracique interne. C'est elle qui va traverser. Et cet espace va porter un nom, c'est l'espace, le hiatus sternocostal, mais autrefois, il était appelé la fente de l'arrêt. Fente de l'arrêt. Donc, on va écrire cette nomination, fente de l'arrêt, avec E-Y, fente de l'arrêt. Quel est l'intérêt de ça? C'est en pathologie, on peut avoir une ouverture anormale au niveau de la fente de l'arrêt, une dilatation anormale au niveau de la fente de l'arrêt. Et vous allez avoir le contenu abdominal qui va monter dans le thorax, en particulier le côlon transverse. Le côlon, vous allez voir, le côlon, c'est le gros intestin. Il peut monter et traverser cette fente et rentrer dans le thorax quand elle est dilatée d'une manière anormale. Et en pathologie, vous allez le voir, vous allez voir les hernies de la fente de l'arrêt. Hernie veut dire walftaq. Hernie, ça veut dire que c'est une dilatation anormale au niveau d'un orifice naturel. C'est ça la définition de la hernie. Un orifice naturel, normalement il existe, quand il est dilaté de façon anormale, il va faire hernie. Donc c'est la fente de l'arrêt. Et la hernie qui va se produire, hernie de la fente de l'arrêt. Donc on a vu jusqu'à maintenant 2 portions, une portion sternale, une portion thoracique, c'est-à-dire costale. La 3e portion, c'est la portion qui est en arrière, qui est ici. Et cette portion, elle va du centre du diaphragme vers le rachis, vers la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle la portion vertébrale. C'est la portion vertébrale. Et c'est la portion la plus complexe au point de vue constitution. Elle comprend un orifice, un premier orifice qui livre passage à l'aorte. Il livre passage à l'aorte. L'aorte thoracique, l'aorte qui sort du cœur. L'aorte sort du cœur, du ventricule gauche. Elle va réaliser une crosse et elle va descendre. Et tout ça, c'est l'aorte thoracique. Quand elle arrive au niveau du diaphragme,
elle doit chercher un trou. C'est ce trou-là, c'est cet orifice. Donc, elle va percer le diaphragme, elle va traverser le diaphragme pour rentrer dans l'abdomen. C'est l'orifice aortique. Donc, ça s'appelle le hiatus aortique. Hiatus aortique. En avant et à gauche, nous avons un autre hiatus, un autre orifice qui va livrer passage à quoi? Il va donner passage à l'œsophage. C'est le hiatus œsophagien. Hein, c'est l'orifice œsophagien. Donc, nous avons là le hiatus œsophagien. Œsophagien. L'hiatus œsophagien, comme j'ai dit l'autre fois, joue un rôle anti-reflux, parce que cet orifice, il va engainer, il va étrangler d'une manière physiologique le bas œsophage et il empêche le reflux. Si cet orifice ou cet hiatus se dilate anormalement, il va faire une hernie. Comment on appelle ça? On appelle ça hernie hiatale. Hernie hiatale, je vais vous faire un petit schéma. Supposons que ça, c'est le diaphragme. Ça, c'est le diaphragme. Normalement, l'œsophage, il descend et l'estomac, il est là. Ça, c'est l'estomac. Et l'estomac, il est à l'intérieur de l'abdomen. Et cet orifice, c'est l'hiatus œsophagien. Si l'orifice se dilate, l'estomac va monter. Donc, supposons que cet orifice est anormalement dilaté, il va se dilater d'une façon anormale. Que fait l'estomac? L'estomac va monter. Donc, on va avoir une partie de l'estomac comme ça dans le thorax et la deuxième partie, elle est dans l'abdomen. Comment on appelle cette pathologie? La hernie hiatale. Hernie hiatale, c'est une dilatation anormale de l'hiatus œsophagien, laissant monter l'estomac dans le thorax. Et ça va se manifester par quoi? Ça va se manifester par des reflux. Donc, vous avez l'acidité ici. Donc, cette acidité, elle va monter vers l'œsophage et la personne va sentir la brûlure rétrosternale, la brûlure au niveau de l'œsophage tout le temps. À chaque fois quand il se penche en avant, le liquide gastrique va monter dans l'œsophage, il sent la brûlure. Hein, c'est ce qu'on appelle le pyrosis. Pyrosis. Hein, ça s'appelle pyrosis. C'est quoi pyrosis? Pyrosis, c'est la sensation de brûlure que présente le malade en cas de reflux. Reflux parce que le liquide gastrique est acide et l'œsophage ne tolère pas cette acidité. Il n'est pas fait pour accepter cette acidité. L'acidité, c'est au niveau de l'estomac parce que l'estomac est couverte à l'intérieur d'une membrane, d'une muqueuse qui sécrète cet acide. Elle est faite pour ça. Mais l'œsophage, non. Quand il y a le liquide gastrique qui monte, ça brûle et ça donne ce qu'on appelle le pyrosis. Donc, cette portion sternale, elle est importante parce qu'elle contient ces deux hiatus et en même temps, elle est le siège d'insertion du diaphragme, de fixation du diaphragme au niveau vertébral, la chose que nous allons voir tout de suite. Donc la troisième portion, ici, c'est la portion vertébrale. Entre la portion costale et vertébrale, la même chose, de la même manière, nous avons deux ouvertures, deux espaces. Donc cet espace qui est situé entre les deux portions, la portion vertébrale et la portion costale, s'appelle le hiatus vertébro-costal. Le hiatus
vertébro-costal, entre la portion vertébrale et la portion costale. Hiatus vertébro-costal. Il s'appelle aussi le hiatus de Henle. Henle, comme celui qu'il y a en avant. L'arrêt, c'est un nom propre. Henle, c'est un nom propre. Ou ce qu'on appelle le hiatus vertébro-costal de bouche d'Alec. Vous vous rappelez de la malformation dont on a parlé, la malformation, l'agynésie, l'absence d'une partie postérolatérale du diaphragme qui s'appelle la hernie de bouche d'Alec. Ici, c'est la fente de bouche d'Alec. Bouche d'Alec. Voilà. Donc, on va insister sur cette partie-là, cette portion vertébrale, pour la montrer. Comme je vous ai dit, on va étudier le diaphragme selon différentes incidences. On a fait une vue antérieure, c'est le schéma que je viens d'effacer. On a fait une vue latérale, cette vue latérale qui a montré la forme et les faces du diaphragme. On a fait une vue supérieure, ça c'est une vue supérieure, et on va faire une vue antéro-inférieure. Une vue antéro-inférieure. Donc sur cette vue antéro-inférieure, l'orientation est la suivante. Supérieure en haut et la partie gauche à ma droite. Donc on va commencer par la mise en place de la colonne vertébrale, et puis en bas le bassin. Donc la colonne vertébrale, en bas nous avons le sacrum, sur une vue de face. Le sacrum est un os triangulaire qui présente à décrire deux faces. Une face antérieure qui est concave, parcourue par des crêtes horizontales, et de part et d'autre, vous avez les trous sacrés antérieurs, et latéralement, vous avez les deux os iliaques, avec l'articulation coxo-fémorale, et puis en avant, vous avez la symphyse pubienne avec les trous obturateurs. Vous avez l'extrémité supérieure du fémur, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie supérieure. La partie supérieure, c'est-à-dire la colonne vertébrale lombaire et la partie terminale de la colonne thoracique. Nous avons ici la 5e vertèbre lombaire, la 4e, ensuite la 3e, 2e vertèbre lombaire et la première. Voici la première lombaire. Et ici, vous avez TH12 avec TH11. Les côtes, la 11e côte et la 12e côte. La 11e et la 12e côte. Voilà les deux dernières côtes. Et vous avez ici les processus costiformes. Les processus costiformes de L1 et L2 sont obliques. Le processus costiforme de L3 est horizontal. Pardon. Voilà. Ce qui nous donne la lordose lombaire. Il y a une lordose lombaire. Donc voici le cadre sur lequel
nous allons placer le diaphragme selon une vue antérieure et inférieure. On va soulever le diaphragme pour voir l'insertion du diaphragme au niveau lombaire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la portion vertébrale, c'est la portion la plus complexe. Pour quelle raison? Parce que le diaphragme va venir s'insérer d'une manière très forte sur le rachis lombaire. Regardez ce schéma. Ce schéma-là, regardez la partie postérieure du diaphragme, elle descend très bas. Elle descend jusqu'à où? Jusqu'à L3, la troisième vertèbre L3, jusqu'à la troisième vertèbre lombaire. Donc, le diaphragme ne s'arrête pas au niveau de la 12e thoracique, mais il descend au niveau lombaire en bas. Il réalise un sinus, c'est-à-dire une partie creuse, une partie profonde à ce niveau. C'est le sinus inframédiastinal postérieur. Donc c'est une zone déclive, c'est une zone qui est située très bas entre la colonne vertébrale et le diaphragme. C'est ce qu'on va schématiser sur ce schéma. Sur ce schéma, nous avons la partie postérieure est marquée par la présence de quoi? Par la présence de piliers. Le diaphragme s'insère sur la colonne vertébrale grâce à deux piliers, un pilier droit et un pilier gauche. Le pilier droit descend jusqu'à la troisième vertèbre lombaire. Voici le pilier droit. Et le pilier droit s'accroche sur les vertèbres, mais en même temps, il s'accroche sur les disques intervertébraux. Ça, c'est le pilier droit. Il descend jusqu'à L3. Le pilier gauche descend jusqu'à L2. La même chose, il s'accroche sur les disques et sur les corps vertébraux de L1, L2. Ça, c'est la 12e vertèbre lombaire, thoracique. 12e vertèbre thoracique. Ces deux piliers, qu'est-ce qu'ils vont réaliser? Ils vont se rejoindre, ils vont se rencontrer, mais ils ne vont pas se rencontrer sur la vertèbre, mais en avant de la vertèbre. De telle sorte, ils vont réaliser une anse comme ça. Ils vont réaliser un cercle devant la vertèbre. Et ils vont faire un arc, ou bien une arcade. C'est ce qu'on appelle l'arcade médiane. Arcade médiane. Donc ici, c'est l'arcade médiane. Cette arcade médiane, elle va laisser le passage à un élément qu'on a vu. Rappelez-vous de la vue supérieure. Cette vue supérieure, quel est l'élément qui passe juste en avant de la vertèbre? C'est l'aorte thoracique. Donc là, c'est le passage de l'aorte thoracique. C'est le passage de l'aorte thoracique. Donc l'aorte thoracique qui va traverser cet espace, cette arcade médiane pour devenir quoi? Pour devenir aorte abdominale. Donc là, on ne l'appelle plus aorte thoracique, on l'appelle aorte abdominale. Donc vous avez compris maintenant, les deux piliers vont se rejoindre pour former l'arcade médiane. À travers cette arcade, elle livre passage à l'aorte abdominale. L'aorte abdominale. Donc voilà, là, c'est l'aorte. Deuxième chose, c'est que cette arcade, elle va envoyer des fibres vers le haut qui vont s'entrecroiser et former un lasso. Ils vont former un arc. Et cet arc, il va laisser le passage à un autre organe qu'on a vu. Et cet organe, c'est quoi?
c'est l'œsophage. Donc l'œsophage va passer à travers ce deuxième hiatus qui est formé à partir de l'extension ou bien l'expansion des fibres médianes ou bien des piliers. Donc les piliers vont former l'arc médian, mais en même temps, ils vont former un lasso en forme de 8 qui livre passage à l'œsophage. Donc ici, c'est l'œsophage. Quel œsophage? C'est l'œsophage abdominal. Cet œsophage, il est accompagné de deux nerfs. Un nerf qui passe en avant et un nerf qui passe en arrière. Le nerf qui passe, ces deux nerfs, ce sont les deux nerfs vagues, ou bien les deux nerfs 10. Qu'est-ce que ça veut dire? 10, c'est un numéro. Donc il y en a d'autres. C'est quoi? C'est un nerf crânien. Je vous ai dit l'autre fois, les nerfs sont de deux types. Il y a des nerfs crâniens qui sortent du cerveau. Ce sont les nerfs crâniens qui sont au nombre de 12. Et il y a des nerfs qui vont sortir de la moelle épinière au nombre de 31. Ce sont les nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens qui sont au nombre de 12 sont, le premier, c'est le nerf optique, le deuxième, c'est l'olfactif, le troisième, c'est le nerf oculaire moteur commun, c'est lui qui fait bouger les yeux dans tous les sens. Le 4, c'est le pathitique qui fait baisser le globe oculaire. Le 5, c'est le trijumeau qui va assurer la sensibilité de la face. C'est un nerf sensitif, il innerve toute la peau de la face. Le 6, c'est le nerf oculaire moteur externe, c'est l'abducens. Il dévie le globe vers le dehors. Donc un muscle qui tire le globe vers le dehors, c'est le moteur, c'est le muscle externe, donc il est énervé par le nerf oculaire moteur externe. Le 7, c'est le nerf facial, c'est lui qui innerve tous les muscles de la face, responsable du sourire, responsable de la mimique, responsable de la fermeture des yeux. Tous les muscles de la face sont innervés par le nerf facial. Et la paralysie du nerf facial va donner une hémiface qui est paralysée. Une moitié qui bouge et une moitié qui ne bouge pas. C'est le nerf facial. Ensuite, le 8, c'est l'auditif qui est responsable de l'audition. Avec ce nerf, on entend. Le 9, c'est le glosso. Glosso, c'est la langue. Le glossopharyngien, c'est le nerf avec lequel on fait la gustation, on goûte les aliments. C'est le nerf 9. Et le 10, c'est celui-là. Le 10, c'est le nerf vague. 10. Le nerf 10. Il y en a deux. En arrière, c'est le 10 droit et en avant, c'est le 10 gauche. Donc, il y a deux nerfs. Et pourquoi ces deux nerfs, ils sont là? Parce que le 10, c'est un nerf vague. On l'a appelé vague parce qu'on ne sait pas où il va. Au contraire, en anatomie, on sait où il va. Il descend de la base du crâne, il innerve le larynx. On parle, le larynx, c'est l'organe de la phonation. On parle grâce au nerf 10 parce que le nerf laryngé inférieur ou bien le nerf récurrent est une branche de ce nerf. Il descend, il innerve le poumon. La respiration, elle est assurée par ce nerf. Le cœur, il est innervé sur le plan parasympathique par ce nerf. Et il traverse le diaphragme, regardez, il accompagne l'œsophage pour innerver l'œsophage, innerver l'estomac, innerver le foie, innerver l'intestin. Donc c'est un nerf qui est vague. Ça veut dire qu'il est partout. Et en même temps, on l'appelle le nerf 10. Le nerf 10 parmi les nerfs crâniens. Le 11, c'est le spinal et le 12, c'est le grand hypoglosse. C'est avec lequel on parle, la langue bouge grâce au nerf 12. Donc voilà, et à partir de là, il y a des fibres qui vont pas aller vers et qui vont former des fibres qui vont partir à partir de ces piliers vers où? Vers le centre phrénique. À côté de ces deux piliers, pilier droit et pilier gauche, il y a d'autres arcades.
qui vont se former. Et la première arcade, c'est une arcade qui va partir du corps de L1 vers le processus transverse de la même vertèbre. Donc de L1 vers le processus transverse de la même vertèbre. Et à partir de cette arcade vont partir d'autres fibres. D'autres fibres qui vont aller vers où? Vers le centre phrénique. Voilà. Et regardez, entre ces deux faisceaux, il se crée un espace. Et cet espace, d'après vous, il correspond à quoi? Il correspond à l'espace qu'on a vu quand on a fait la vue supérieure. C'est cet espace-là qui correspond au hiatus vertébrocostal de Henle ou bien hiatus de bouche d'Alec. Donc, voici les deux espaces qui sont créés. D'autres arcades. Sous cette arcade, quel est l'élément qui va passer à ce niveau? C'est un muscle. C'est un muscle qui va descendre et qui va passer à ce niveau. Et ce muscle, c'est quoi? C'est le muscle psoas. Muscle psoas, vous allez le voir quand vous allez étudier les muscles de la région lombaire. Les muscles de la région lombaire, il fait partie des muscles de la région lombaire. Donc là, c'est le muscle psoas qui va passer sous cette arcade parce que le muscle psoas est un muscle triangulaire qui va prendre naissance au niveau de T12, L1, L2, L3, L4 et il va descendre pour fusionner avec un deuxième muscle qui est l'iliaque pour se terminer au niveau du fémur, au niveau du petit trochanter. Petit trochanter, c'est le tendon iliopsoas. Donc là, c'est le muscle psoas. C'est pour cette raison, cette arcade, elle s'appelle comment? Arcade, c'est l'arcade médiale. Médial veut dire interne, mais le plus souvent, elle s'appelle arcade du psoas. Arcade du psoas. Pour quelle raison? Parce que c'est le muscle psoas qui passe sous cette arcade. Il y a une deuxième arcade qui relie le processus transverse avec la pointe de la 11e côte. Processus transverse avec la pointe de la 12e côte. C'est ce qu'on appelle l'arcade latérale. Arcade latérale. Donc, au total, combien nous avons d'arcades? 3 arcades. Arcade médiane qui donne passage à l'aorte, arcade médiale qui donne passage au psoas et l'arcade latérale. Cette arcade latérale, elle aussi, sous cette arcade passe un muscle qui fait partie de la région lombaire, un muscle qui va du bord inférieur de la 12e côte jusqu'à la crête iliaque. Et ce muscle, c'est quoi? C'est le muscle carré des lombes. Carré des lombes. Muscle carré des lombes. Carré des lombes. Donc, cette arcade latérale, elle s'appelle aussi l'arcade du carré des lombes, égale arcade carré des lombes. Carré des lombes, c'est un muscle. C'est un muscle qui a la forme de carré. Il s'étend du bord inférieur de la 12e côte jusqu'à la crête iliaque. On va le voir quand on va étudier les muscles de la région lombaire. Et beaucoup plus latéralement, nous avons une dernière arcade qui va relier la pointe de la 11e et la 12e côte. C'est ce qu'on appelle l'arcade de Sénac. L'arcade de Sénac. Et à partir de toutes ces arcades, nous avons des fibres charnues qui vont se diriger vers le centre
phrénique. Et comme ça, nous avons schématisé toute la zone d'insertion du diaphragme au niveau de la région lombaire. Quels sont les éléments qui traversent ces régions? Bien sûr, à ce niveau, nous avons des nerfs et des vaisseaux. Et en particulier, sous l'arcade du psoas, passe une chaîne. Une chaîne, et cette chaîne, c'est quoi? C'est une chaîne nerveuse. Chaîne nerveuse qui est formée par des ganglions et des ganglions reliés par des cordons intermédiaires. C'est une chaîne qui descend depuis la base du crâne jusqu'au sacrum. Elle est formée de 31 ganglions. Ces ganglions sont nerveux, ce ne sont pas des ganglions lymphatiques. ليست عقد lymphawiya, ce sont des ganglions nerveux, c'est-à-dire ils appartiennent au système nerveux. Mais quel système nerveux? Ce n'est pas le système nerveux central, ce n'est pas le système nerveux volontaire. Le système nerveux est divisé en deux grandes parties, le système nerveux volontaire et le système nerveux involontaire. Le système nerveux volontaire, c'est le système qu'on commande nous. Par exemple, je veux prendre un stylo, je fais soulever ma main, j'ouvre mes doigts, j'abaisse la main, je ferme les doigts et je prends. Ça, c'est volontaire. Donc, c'est la motricité. La même chose, la sensibilité. Quand je touche un objet chaud, je retire ma main. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une sensibilité consciente. Tout ça appartient au système nerveux volontaire. Mais il y a un autre système, qui est le système involontaire. C'est-à-dire qu'il travaille de lui-même, d'une manière automatique. C'est pour cela qu'on l'appelle autonome. Autonome, par exemple, quand on veut dormir, est-ce qu'on va faire attention à notre cœur pour qu'il ne s'arrête pas? Non, il travaille d'une manière automatique. La même chose, la respiration. On peut la modifier volontairement, mais quand on dort, il est involontaire. Tout ça, il est commandé par un système nerveux. Rien n'est fait comme ça. Tout est organisé. Donc, c'est un système involontaire ou bien un système autonome qui est divisé, ce système autonome divisé en deux parties, système sympathique et parasympathique. Sympathique et parasympathique. Chaque système sympathique et parasympathique va avoir un rôle. Par exemple, le système sympathique, il agit au niveau du cœur par une accélération, au niveau du poumon par une accélération du rythme respiratoire, etc. Le parasympathique, c'est le contraire. Donc, cette chaîne appartient au système sympathique. C'est pourquoi on va l'appeler comme ça, la chaîne sympathique. Donc, voici le premier élément qui passe. Un deuxième élément, c'est la racine latérale de la veine azygose. Ça, vous allez le voir quand vous allez étudier les vaisseaux, les vaisseaux de l'abdomen, les vaisseaux du thorax, pardon. Et au milieu, il y a l'aorte, et derrière l'aorte, il y a un élément qui va monter derrière le thorax. C'est ce qu'on appelle le canal thoracique. Canal thoracique. C'est quoi le canal thoracique? C'est un conduit qui va passer derrière l'aorte et qui va monter dans le thorax. Il s'appelle canal thoracique parce qu'il est développé au niveau du thorax. Et ce canal thoracique, le rôle, c'est quoi? C'est de drainer la lymphe. Drainer la lymphe. Dans le corps, il n'y a pas que deux circulations, il y a trois circulations. Il y a une circulation qui porte le sang du cœur vers la périphérie, ce sont les artères. Il y a un deuxième vaisseau qui ramène le sang de la périphérie vers le cœur, ce sont les veines. Mais il y a une troisième circulation, c'est la circulation lymphatique. Elle va ramasser le liquide interstitiel, le liquide interstitiel qui se trouve entre les cellules, il est drainé, il est ramassé, il est absorbé par ce système et il va se
concentrer, il va se réunir au niveau de ce canal qui se trouve au niveau de l'abdomen et il va monter pour aller se jeter dans la circulation générale. Quand on va étudier les vaisseaux du tronc, je vais vous le montrer. Et puis, il y a d'autres éléments. Ici, c'est la racine latérale de la veine azygos. Racine latérale de la veine azygos. Il y a d'autres éléments nerveux qui traversent, mais l'essentiel, c'est ça. Et en haut, vous avez la foliole. Ici, c'est la limite de la foliole. Et là, tout ça, je peux le colorier en vert pour vous dire qu'ici, il y a une foliole, là, il y a une foliole, et en avant, il y a la foliole antérieure. Donc ici, c'est la foliole gauche, et ici, c'est la foliole droite, et au-dessus, il y a la foliole antérieure. Donc voilà la constitution de la portion vertébrale du diaphragme. La portion vertébrale du diaphragme. Maintenant, on va quitter la constitution, c'était grand 3, la constitution du diaphragme. Grand 4 maintenant, on va parler des rapports, les rapports du diaphragme. Qu'est-ce que ça veut dire les rapports? C'est-à-dire que le diaphragme est un muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. C'est un muscle qui est large et par conséquent, il va avoir des éléments en contact. C'est-à-dire, au niveau du thorax, quels sont les organes qui vont rentrer en contact avec le diaphragme? Et la même chose au niveau de l'abdomen. Quels sont les organes qui vont rentrer en contact avec le diaphragme? C'est la raison pour laquelle on va réaliser un schéma extrêmement important parce que c'est un schéma de synthèse, c'est un schéma qui va nous résumer toute la question, un seul schéma. Donc on va faire quelle vue? On va faire une vue supérieure comme la précédente, c'est-à-dire on va enlever tous les organes et on va voir le diaphragme par en haut, on va faire le schéma du diaphragme et sur ce schéma, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser deux types d'écriture, soit un trait plein pour les organes thoraciques et un trait discontinu, trait pour les organes abdominaux. Et comme ça, on a les deux en même temps. Donc, le titre du schéma, c'est une vue supérieure du diaphragme montrant ces rapports. Vue supérieure du diaphragme montrant ces rapports. Et quels rapports? Ce sont les rapports thoraciques en trait plein et abdominaux en trait discontinu. Donc comme ça, en trait discontinu. Donc à chaque fois quand on a un trait plein, c'est thoracique, et quand on a un trait discontinu, c'est un rapport abdominal. Donc voilà, on commence par la vue supérieure, toujours les mêmes repères. Donc antérieur, c'est en haut, et à ma droite, c'est côté droit. Donc la partie antérieure est marquée par la coupe transversale du sternum, le sternum qui est en coupe transversale, et en arrière, vous avez la vertèbre thoracique. Voilà, et nous avons le pourtour de la cage thoracique. Donc nous avons ici les côtes qui sont coupées. Côte coupée. Et la côte avec ses rapports avec le
la vertèbre. Parce qu'on a réalisé une coupe transversale. Donc, le premier élément que nous allons faire, c'est le centre phrénique. Voici le centre phrénique avec les trois folioles, foliole antérieure, foliole droite et foliole gauche. Quel est le premier élément qui traverse le centre phrénique? Quel est l'élément qui traverse le centre phrénique? C'est bien sûr, voilà, c'est la veine cave inférieure. Ensuite, devant la vertèbre, l'hiatus aortique. En avant et à gauche, nous avons le hiatus œsophagien. D'accord? Donc, veine cave inférieure, l'aorte, hiatus œsophagien, l'œsophage. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'œsophage est accompagné. Il est accompagné par deux nerfs. C'est le nerf 10. Le 10 droit, il est en arrière. Voici le 10 droit, il est en arrière. Et le 10 gauche, il est en avant. D'accord? Donc, pourquoi j'ai mis des traits pleins? Parce que ce sont des éléments qui appartiennent au thorax, hein, et qui vont traverser, ce sont des orifices, ce sont des pertuis. Maintenant, on commence. Pour les organes thoraciques, le premier organe qu'on va mettre, c'est le poumon. Donc, le poumon, voici le poumon droit. Le poumon droit, je le mets en trait plein. Et le poumon gauche. Le poumon gauche, il est là. Voilà le poumon gauche. Et autour des poumons, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la membrane dont on a parlé. Vous vous rappelez, c'est quoi? C'est la séreuse, c'est la plèvre. Donc plèvre viscérale et plèvre pariétale. Il y a deux feuillets pleuraux, une sur l'autre. Normalement, elles sont collées. Donc là, c'est la plèvre. Et je mets le trait plein, pour quelle raison? Parce que c'est une structure thoracique. Le deuxième organe que je vais placer, donc le poumon, je peux légender. En vert, c'est la plèvre, et en blanc, c'est le poumon. Donc les deux organes qui rentrent en contact directement au niveau thoracique, le poumon et la plèvre. L'autre organe, c'est le cœur. C'est un organe thoracique qui repose sur le centre phrénique et on va le développer les prochaines séances. On va développer le cœur. Il a une base postérieure et droite et une pointe antérieure et gauche. Ça, c'est la pointe du cœur et ça, c'est la base. Donc, c'est le cœur. Le cœur comme deuxième organe, cœur, organe thoracique. Donc, voici les principaux organes thoraciques. Le cœur, les poumons et les structures qui traversent. L'aorte, l'œsophage. La veine cave, c'est une veine qui monte. Maintenant, quels sont les organes abdominaux? Et les organes abdominaux, comme on s'est mis d'accord, on va les mettre en discontinu. Le premier organe, c'est le foie. Et le foie est un volumineux organe. Il occupe toute la partie droite, tout l'hypocondre droit, et il va jusqu'à la gauche. Donc, il va occuper toute cette partie. Mais faites attention, il est dans l'abdomen, il n'est pas dans le thorax. Il est au-dessous du diaphragme. C'est pourquoi on va avoir une superposition avec les organes thoraciques. Donc le foie, il passe en avant de la veine cave inférieure, il est là, et il est volumineux. Regardez combien
il va occuper, et je le mets en discontinu. Pour quelle raison? Parce que c'est un organe abdominal. Il va jusqu'à la partie gauche et voilà. Donc toute cette partie-là que j'ai mis en discontinu, c'est le foie. C'est le foie. Ça, c'est du côté droit. Du côté gauche, quel est l'organe qui va occuper la partie gauche? C'est la rate. La rate. C'est quoi la rate? C'est un organe. C'est un organe hématopoïétique. Chez le nourrisson et le petit enfant, il produit du sang. Mais la rate a 4 rôles. La rate, il se trouve du côté gauche. La rate, c'est une poche pleine de sang. Et il va avoir 4 rôles. Le premier rôle, c'est un rôle immunitaire. Rôle immunitaire, pourquoi? Parce que si on coupe la rate et on voit au microscope, elle est pleine de cellules immunitaires, les lympho T, les lympho B. Donc, quand le sang circule, il passe obligatoirement par la rate. Et la rate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue le rôle de filtre. Quand il y a un germe, elle l'attrape et elle le casse. Donc, elle joue un rôle immunitaire, elle purifie le sang. Le deuxième rôle, la rate, elle joue le rôle de réservoir de sang. 250 millilitres de sang sont emmagasinés au niveau de la rate. Quand on fait, par exemple, un accident, quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui saigne, sa tension artérielle, elle va commencer à baisser. Il était à 12, et puis 11, 9, 8. Une fois elle chute, que fait la rate? La rate se contracte. Elle se contracte pour donner ces 250 cm3 de sang pour compenser le déficit et corriger l'hypertension en attendant qu'on sauve le patient. Donc, joue le rôle de réservoir. Troisième rôle, il joue le rôle de cimetière. Cimetière pour les globules rouges. Vous savez qu'un globule rouge, quand il naît, il a une durée de vie de 120 jours. Après 120 jours, il devient vieux et il va mourir. Et quand il va mourir, il va vers la cimetière. La cimetière, c'est quoi? C'est la rate. Et la rate, qu'est-ce qu'elle fait? Les globules rouges qui sont altérés, ça y est, elle les casse et elle récupère le fer et elle l'envoie vers le foie pour fabriquer d'autres globules rouges. Donc, séquestration, ce qu'on appelle la séquestration des globules rouges qui sont altérés ou morts. Et le quatrième rôle, hématopoïétique, c'est-à-dire elle produit le sang. Chez qui? Chez le fœtus. Le fœtus, à l'intérieur du ventre de la maman, il n'y a pas de production de sang par les os, parce que ce sont les os, la moelle rouge, quand on coupe l'os, il est rouge, parce que c'est une usine qui produit le globule rouge, qui produit les cellules sanguines. Mais chez le fœtus, il n'y a pas ça. L'os, il est encore cartilagineux. Qui va produire ce sang? C'est la rate et le foie. C'est pour cela, à la naissance, on voit chez le nouveau-né une rate volumineuse et un foie qui est volumineux, parce qu'ils ont ce rôle et après ils regressent. Donc c'est la rate, vous avez vu ça. Ensuite, vous voyez là l'œsophage. L'œsophage, quand il descend, il va quitter le diaphragme, il est dans l'abdomen. Qu'est-ce qu'il va? Il va s'aboucher où? Il va s'aboucher au niveau de l'estomac. Donc là, vous allez avoir l'estomac, un rapport avec le diaphragme, et je vous l'ai dit, le diaphragme, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'accrocher tous ces organes, tous les organes abdominaux, ils sont suspendus et accrochés au diaphragme. Donc il y a l'estomac. Et puis, beaucoup plus en arrière, nous avons un autre organe abdominal qui est très postérieur et proche de la région lombaire, ce sont les reins. Donc voici le rein gauche et le rein droit. Ce sont des organes abdominaux, le rein droit et le rein gauche. Le rein gauche.
De part et d'autre des vertèbres, nous avons la chaîne dont on a parlé. Quelle chaîne? La chaîne sympathique. Elle traverse le diaphragme, donc c'est un rapport. Donc ici, c'est la chaîne sympathique. La chaîne sympathique. Voilà en résumé tous les éléments qui rentrent en contact. Vous voyez que c'est un schéma qui résume à peu près tous les rapports abdominaux et thoraciques du diaphragme. Il nous reste un dernier paragraphe pour illustrer la vascularisation et l'innervation du diaphragme. Donc, dernier paragraphe, grand 5, vascularisation et innervation du diaphragme. Pour finir ce chapitre. Donc, cinquièmement, vascularisation plus innervation. Avant d'entamer la vascularisation et l'innervation, je dois vous rappeler que le diaphragme, au cours de la vie fœtale, c'est-à-dire au cours de l'embryogenèse, quand le diaphragme était en train de se former avec les organes, le diaphragme s'est formé à quel niveau? Il s'est formé au niveau du cou, en regard de la 4e vertèbre cervicale. C'est à ce niveau s'est formé le diaphragme. Et puis, il va y avoir un développement des différents organes de telle sorte que le diaphragme commence à baisser, 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 jusqu'en regard de la 9e vertèbre thoracique, pour laisser l'espace, pour créer l'espace thoracique pour les organes thoraciques. Donc, cette notion est importante pour comprendre la vascularisation. Si le diaphragme s'est formé en regard de C4, où va naître son innervation? Est-ce qu'elle va naître au niveau thoracique ou bien au niveau cervical? Elle va naître au niveau cervical. Donc les nerfs vont venir de C3, C4 et C5. Et surtout C4. Le nerf phrénique naît au niveau de C4. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que l'origine embryologique est au niveau du cou, au niveau cervical. Deuxième chose, sa vascularisation. Puisque c'est un organe large, il y a des vaisseaux qui vont venir du cou, mais au cours de son insertion, il y a des vaisseaux qui vont venir du bas. Donc sa vascularisation, elle va être haute et basse. Donc on va commencer premièrement par la vascularisation. Vascularisation. Cette vascularisation, le diaphragme va trouver sa vascularisation à partir de 3 sources. 3 sources. L'artère diaphragmatique supérieure, l'artère diaphragmatique inférieure et les artères intercostales. Donc c'est la raison pour laquelle on va réaliser un schéma d'une vue antérieure du thorax et de l'abdomen, montrant les différentes sources de la vascularisation du diaphragme. Donc je vais commencer au début par la mise en place du cœur. Le cœur qu'on va développer, on va développer son étude après. Donc je vais effacer le titre, vous l'avez noté bien sûr. Donc le cœur avec la veine cave supérieure, ensuite l'oreillette droite, l'artère pulmonaire, ventricule droit, ventricule gauche, et puis l'aorte. C'est ça ce qui... Ne vous en faites pas, on va étudier en détail et on va étudier, c'est-à-dire d'une manière très précise et très didactique, nous allons étudier le cœur. Hein? Mais ici, je suis obligé d'aller vite pour montrer l'origine de ces vaisseaux.
Donc l'aorte va donner un premier vaisseau, c'est le tronc artériel brachiocéphalique, un deuxième vaisseau, c'est la carotide gauche, et un troisième vaisseau, et après l'aorte va aller en arrière. Il va se jeter en arrière. Ici, c'est l'artère pulmonaire qui va se diviser en deux parties ou bien en deux branches, le tronc droit et le tronc gauche, c'est-à-dire l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Donc, de toutes les façons, l'aorte va partir en arrière et on va le trouver ici, la continuité de l'aorte. C'est l'aorte abdominale. En bas, vous avez ici la veine cave inférieure et voici schématiquement l'aorte. Donc ça, c'est l'aorte. L'aorte, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, premièrement, le tronc artériel brachiocéphalique qui va se diviser en deux, en artère sous-clavière et en artère carotide. Artère sous-clavière et artère carotide. Voici la carotide primitive et voici l'artère sous-clavière, droite. Ensuite, deuxième branche, c'est l'artère carotide. Quelle carotide? Gauche. Artère carotide gauche. Et la troisième branche, c'est l'artère sous-clavière. L'artère sous-clavière gauche. Voici les branches de l'aorte. Ensuite, l'aorte passe en arrière. Et là, qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va devenir aorte abdominale. Et ici, nous avons le diaphragme que je mets avec cette couleur. Le diaphragme, l'aorte traverse le diaphragme. Donc, comment se réalise cette vascularisation? Premièrement, l'artère diaphragmatique supérieure est une branche de l'artère thoracique interne. Voici l'artère thoracique interne. L'artère thoracique interne est une branche de l'artère sous-clavière. Thoracique interne et puis la diaphragmatique supérieure. La diaphragmatique supérieure, ici c'est la veine cave supérieure. Elle va longer le bord droit de la veine cave supérieure, elle va longer l'atrium, elle va longer la veine cave inférieure et elle va venir vasculariser le diaphragme. Ça, c'est l'artère diaphragmatique supérieure droite. L'artère diaphragmatique supérieure gauche, la même chose, elle va venir, elle passe en avant de l'artère pulmonaire, pédicule pulmonaire, et elle va descendre à côté du bord gauche du cœur, et elle va venir vasculariser la partie supérieure, la face supérieure du diaphragme. Donc ici, c'est l'artère diaphragmatique supérieure gauche. Et là, c'est l'artère diaphragmatique supérieure droite. Donc, ce sont des branches des artères sous-clavières. Artère subclavière, la gauche et la droite. Ici, c'est la gauche. Deuxième source, c'est l'artère diaphragmatique inférieure. L'aorte abdominale, et ça, on va le voir quand on va étudier l'aorte abdominale, on va parler de toutes les branches de l'aorte abdominale. L'aorte abdominale, elle traverse le diaphragme. La première branche qui se détache de l'aorte, c'est la diaphragmatique inférieure. Donc, elle va donner une branche qui va venir
vasculariser le diaphragme. C'est la diaphragmatique inférieure. Mais la diaphragmatique inférieure, elle va vasculariser aussi la glande surrénale. On va le voir. Donc ici, c'est artère diaphragmatique inférieure. Diaphragmatique supérieure, qui est une branche de l'artère thoracique interne, qui est une branche de la sous-clavière, artère thoracique interne, qui est une branche de la sous-clavière, et la diaphragmatique inférieure est une branche directe de l'aorte. C'est la première branche de l'aorte. Il y a les autres branches. Il y a le tronc cœliaque, l'artère rénale, la mésentérique supérieure, les gonadiques, mésentérique inférieure, ce sont des branches de l'aorte. On va les développer après. Troisième source, ce sont les artères intercostales. Parce qu'on a dit que le diaphragme, latéralement, il s'insère sur les 6 dernières côtes, plus les 2 dernières côtes, c'est-à-dire flottantes, 11e et 12e. Donc, à chaque niveau, vous avez les 5 espaces intercostaux vont donner des vaisseaux pour le diaphragme. Ce sont les artères. Quelles artères? Les artères intercostales. Les artères intercostales. Ça, c'est la vascularisation. Donc, 3 sources, la diaphragmatique supérieure, la diaphragmatique inférieure et les artères intercostales. Maintenant, l'innervation. On a dit que le diaphragme provient d'où? De la région cervicale. Et par conséquent, les nerfs qui vont aller vers le diaphragme vont venir de ce niveau, vont venir de C3, surtout C4 et C5. Donc C3, C4, C5, nous avons un muscle qui est là. Et on a parlé de ce muscle. Ce muscle, c'est le muscle scalène antérieur. Vous vous rappelez, la première côte, sa face supérieure, est marquée par l'existence d'un tubercule qu'on appelle le tubercule de Lisfranc, sur lequel s'insère le scalène antérieur. À la partie postérieure, le scalène moyen. Et les 2 scalènes vont réaliser un triangle avec la face supérieure de la première côte qu'on appelle le triangle interscalénique. Donc, le muscle scalène antérieur, il va masquer ici l'artère. C'est normal parce qu'il est situé en avant. C'est le muscle scalène antérieur. Et en arrière, il y a le scalène moyen et l'artère, elle passe entre les muscles. Le nerf phrénique, il va longer la face antérieure, puis le bord antérieur du muscle scalène. Il vient d'où? Il vient de C3, C4, C5. Et j'entoure C4. C'est surtout C4. Ensuite, ce nerf, il va suivre exactement le trajet de l'artère pour venir innerver et se diviser en 3 branches, 3 rameaux, sont destinés à la portion sternale, portion costale et portion vertébrale. La même chose ici, le nerf, il va longer, il va venir, il accompagne l'artère et il vient innerver le diaphragme. Donc, combien nous avons de nerfs phréniques? Nous avons 2 nerfs phréniques. Nerf phrénique droit et nerf phrénique gauche. Le nerf phrénique droit, il va innerver la coupole droite. Le nerf phrénique gauche va innerver la coupole gauche. Et on peut assister à une paralysie du nerf phrénique. Dans quelle situation? Dans quelle situation? Dans la situation suivante, supposons une tumeur au niveau du poumon, au niveau des branches, et qui a envahi le pédicule pulmonaire. Or, le nerf, il croise, comme on a dit, la face antérieure du pédicule pulmonaire. Il peut être engainé, et on va assister à une paralysie d'une coupole, alors que l'autre coupole continue à travailler, alors qu'une est paralysée. Donc, il y a d'autres circonstances, ce sont les fractures du rachis cervical. Exemple, les accidents de plongeon. Les accidents de plongeon, c'est quoi? Ce sont les jeunes, en général, qui plongent d'un lieu très élevé. Et parfois, il y a des rochers. Parfois, il y a d'autres camarades qui plongent et qui montent, et il y a les 2 têtes qui vont se rencontrer.
ils font ce qu'on appelle un traumatisme du rachis cervical avec fracture. Si la fracture est située au-dessous de C4, le diaphragme reste fonctionnel parce que la racine, c'est C4, elle est intacte. Si le traumatisme de la moelle est situé au-dessus de C4, c'est-à-dire au niveau de C3, au niveau de C2, on va avoir un arrêt de la respiration. C'est la mort. Ou bien, il faut assister ce tétraplégique. Les 4 membres seront paralysés avec un arrêt respiratoire. Donc, vous voyez l'intérêt. Donc, comme ça, on a fait le tour un petit peu de la question concernant la vascularisation et l'innervation. Je tiens à vous remercier vivement pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours où on va sortir un petit peu de la paroi thoracique et on va voir la glande mammaire. Je vous remercie.